Europe Matin, Patrick Cohen. Le journal vous est présenté par Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Emmanuel Macron attendu demain à Saint-Martin. Le président va trouver des habitants traumatisés et en colère, Jean-Philippe. Tandis que l'ouragan Irma poursuit sa route au-dessus de la Floride. Reportage de nos envoyés spéciaux dans un instant. Également dans l'actualité, veille de manifestation. La CGT annonce 180 cortèges demain contre la réforme du Code du travail. Et puis comme un refrain, la crise à l'OM. Marseille battu 3-1 hier soir au Vélodrome face à Rennes. Pour les œufs contaminés au fipronil, des éleveurs français sont-ils en cause ? Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, nous donnera le résultat de son enquête. Il sera notre invité à 8h15, juste après le journal. Emmanuel Macron sera demain à Saint-Martin. Le président s'envole ce soir. Il ne sera pas seul. Avec lui, des renforts et du matériel. Alors que la polémique continue ce matin sur l'organisation des secours. Emmanuel Macron attendu de pied ferme. Écoutez la colère de ce père de famille. Il s'appelle Mickaël. Il a tout perdu et s'adresse directement au chef de l'État. Aujourd'hui, j'ai honte d'être français. Si le président Macron m'entend, j'ai honte d'être français aujourd'hui. Qui viennent. On est hébergés chez des gens qui ont bien voulu nous héberger parce qu'on a des enfants. Sinon, on est à la rue. Est-ce que votre maison est dans quel état ? Elle est inhabitable, elle est détruite complètement. Et personne n'est venu nous voir. Ça fait 5 jours, personne ne passe nous donner des renseignements, personne ne passe nous demander si on veut à boire, à manger, savoir si les enfants vont bien. On attaque le 6e jour quand même. Là, je vois sur mon quartier, c'est que des décombres. Il n'y a pas eu une seule fouille des décombres. S'il y a quelqu'un qui est sous les décombres, il va y rester malheureusement. Donc nous, on voudrait de l'action. Mickaël, un habitant de Saint-Martin, au micro de l'envoyé spécial d'Europe 1, Xavier Yvon. Pas d'anticipation, accuse Marine Le Pen, défaillance de l'État pour Éric Ciotti chez les Républicains, tandis que Jean-Luc Mélenchon réclame une commission d'enquête. Ce matin, le gouvernement se défend. Nous sommes à la hauteur, rétorque la ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin. L'ordre a été rétabli, ajoute celui de l'Intérieur, Gérard Collomb. Mais pas de quoi convaincre, on va le voir, les rescapés d'Irma, les familles nombreuses à vouloir partir, profiter du pont aérien entre Saint-Martin et la Guadeloupe. C'est un reportage de Rémi Botsaron. Ils sont une centaine à patienter sous un soleil écrasant devant les grilles de l'aéroport. Parmi eux, beaucoup de familles qui espèrent passer le filtrage des militaires et fuir une île détruite et dangereuse, selon Abdel, venu déposer sa femme et ses fils. On a fait 1 kilomètre à pied sous le soleil et tout, mais c'est pas grave. Au moins là, ma femme, mes gosses, ils sont en sécurité. Moi, mes gosses, ils restent ici, même s'ils doivent dormir ici, je m'en fous. Je m'en fous, on n'a plus de maison, on n'a plus rien. Ceux qui passent la grille sont en priorité des personnes âgées et des nourrissons dans les bras de leur maman. Mais d'autres ont aussi leur chance et en profitent quand un avion est prêt à partir et que des places sont disponibles. Tous se retrouvent alors dans le hall du petit aéroport où des bâches militaires recouvrent les comptoirs des compagnies. Quelques minutes d'attente et c'est enfin le temps de l'embarquement. Quand il entend son nom, Pierre suit un militaire qui le guide avec sa femme et son enfant de 3 semaines jusqu'à l'avion qui les attend sur le tarmac. Pour eux, la délivrance est proche. Un très gros soulagement. On a vu la mort de très très près. On a vraiment cru que ça allait s'arrêter là. Tant qu'on n'est pas parti quelque part et qu'on voit la désolation autour, on a quelque part les pieds toujours dans la misère et dans la douleur. Il faut que l'avion décolle et qu'on quitte l'île parce que pour nous, c'est un cauchemar. L'avion décolle et très vite un autre se pose. Le pont aérien tourne à plein régime. En une journée, près de 1000 personnes sont évacuées. Saint-Martin, Rémi Botsaron, Europe 1. Et ce matin, Irma n'a pas fini sa course. L'ouragan se trouve actuellement au-dessus de la Floride. Oui, Donald Trump a déclaré l'état de catastrophe naturelle. 4 millions de personnes privées d'électricité. Les images de la nuit montrent des rues totalement inondées sur le front de mer à Miami. Mais désormais, c'est surtout la zone de Tampa, un peu plus au nord, qui est concernée. Tampa, où nous retrouvons l'envoyé spécial d'Europe 1, Sonia Dridi. Alors il y a peu, il y avait encore des vents extrêmement violents et des pluies torrentielles. Les arbres ont tangué, des feux de la signalisation ont été arrachés et des projectiles ont volé dans la ville. Mais là, on assiste à une certaine accalmie. Selon les dernières informations, l'œil du cyclone est passé un peu à l'est de Tampa. Donc la ville côtière aurait évité le pire. Toutefois, il continue de pleuvoir et cela pourrait durer plusieurs jours. Les habitants craignent surtout la montée des eaux dans la ville. Je me trouve actuellement sur le campus de l'université dans un bâtiment très solide et les murs ont vibré au plus fort de la tempête. Il y a également des infiltrations d'eau, donc on imagine le calvaire pour les habitants de maisons moins solides, surtout que beaucoup ont été pris de court. Ils n'ont pas fui la ville en pensant que l'ouragan se dirigeait vers l'est de l'État, mais sa trajectoire a dévié vers l'ouest. Ils ont dû trouver des solutions de dernière minute, notamment en se réfugiant dans des centres d'hébergement, car il était déjà trop tard pour partir. Sonia Dridi, envoyée spéciale d'Europe 1 à Tampa, en Floride. Europe 1, il est 8h05. Également dans l'actualité de ce lundi, il préparait
préparaient bien un attentat islamiste dans leur studio de la banlieue parisienne. Les 2 hommes arrêtés à Villejuif sont passés aux aveux hier, mis en examen et écroués. Leur projet était la confection d'une bombe, affirme le procureur de Paris, François Molins. 2 semaines après la disparition de la petite Maëlys dans l'Isère, ce nouveau témoignage troublant. Il n'avait encore jamais parlé, l'avocat des parents de la fillette, maître Fabien Rajon. Il nous en dit plus ce matin sur le suspect mis en examen et notamment son attitude à la fête de mariage le soir de la disparition. Premier élément, pendant la soirée, le mis en cause va échanger, va discuter avec la petite Maëlys, va lui présenter son téléphone portable, notamment le fond d'écran du téléphone portable qui comporte des photos de ses chiens. Deuxième élément qui nous inquiète beaucoup plus, pour tout vous dire, le fait que la petite Maëlys ait désigné cet individu comme étant son copain et comme étant également son tonton. Et puis au-delà, il y a aussi l'attitude de ce même individu, qui est toujours présumé innocent, je ne dirais pas le contraire, après la disparition de Maëlys. La maman et le papa se rendent compte que Maëlys a disparu, elle n'est plus dans leur champ de vision, ils commencent à paniquer, ils interpellent les gens autour d'eux. Tout le monde d'ailleurs est interpellé, tout le monde est un petit peu en panique et s'affaire à retrouver la petite Maëlys. Et à cet instant, la maman va sortir de la salle de mariage, va tomber sur cet individu et va lui dire « Mais sais-tu où est Maëlys ?» Et lui ne semble à la fois pas spécialement inquiet, pas spécialement concerné, va lui dire « Non, je ne sais pas où elle est » et ne va pas participer aux recherches alors que dans le contexte immédiat, dans le périmètre immédiat, tout le monde s'affaire. La maman de Maëlys m'indique également que cet individu aurait quitté les lieux tout de suite avant l'arrivée des gendarmes. L'avocat des parents de la petite Maëlys au micro de Jean-Luc Boujon. Une famille juive séquestrée et volée dans un pavillon de Seine-Saint-Denis. Cela s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier à Livry-Gargan. Un acte qui semble directement lié à la religion des victimes, selon le ministère de l'Intérieur. Le CRIF dénonce une agression violente et antisémite. Veillée d'armes à la CGT. Demain, c'est la première grande mobilisation contre la réforme du Code du travail. Le syndicat annonce au moins 180 manifestations. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. Vous nous dites qu'un phénomène pourrait plomber la mobilisation. C'est le contexte économique qui s'améliore et cela se confirme jour après jour. Et oui, dur de mobiliser quand ça va mieux. Un chiffre résume tout. Depuis 1 an, les entreprises ont embauché 300 000 personnes. C'est du jamais vu depuis 10 ans. 300 000 feuilles de paye en plus dans l'économie, ça n'est pas rien. Et puis autre signe de confiance qui est passé sous le radar, les Français, ces champions de l'épargne de précaution, épargnent moins pour la première fois depuis 25 ans. C'est le signe aussi qu'ils ont davantage confiance. Du coup, on a une croissance qui repart, qui plus est sur des bases saines, la hausse de l'investissement et pas sur des bases hasardeuses du type baisse du pétrole. Et dans ce contexte, il est plus difficile de mobiliser dans la rue. Alors Nicolas, qu'on se comprenne bien et sans vouloir jouer sur les mots, vous nous parlez d'une vraie reprise ou d'un petit rebond? Alors justement, ce qui va faire la différence, c'est la suite des réformes commencées avec les ordonnances. Les ordonnances ont consolidé la confiance des chefs d'entreprise, mais ça ne suffit pas pour que le rebond que l'on observe en ce moment se transforme en vraie reprise, c'est-à-dire pour que l'économie française redevienne vraiment compétitive, car je vous rappelle que nous perdons toujours des parts de marché. Il va falloir mener d'autres réformes. Une partie de l'opinion l'a compris et c'est l'autre facteur qui plombe la mobilisation. Mais attention, cette fenêtre de tir pour les réformes sociales ne restera pas ouverte très longtemps. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur du journal Les Échos. Je vous le disais, 180 manifestations prévues à Paris, Marseille, Lyon entre autres et des conséquences aussi dans les transports. Demain, 1 TER sur 3. Trafic perturbé également pour les lignes A et B du RER. 8h10, Patrick Cohen. Avec la suite du journal de Jean-Philippe Vallas, une rencontre importante à Rome pour les salariés de STX. Les chantiers navals de Saint-Nazaire, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'entretient aujourd'hui avec son homologue italien dans une ambiance de poker menteur, on va le voir. Pas de quoi rassurer en tout cas les salariés. Le reportage de notre correspondant dans l'Ouest, François Coulon. C'est un feuilleton qui n'en finit pas, on joue avec nos nerfs, disent des centaines de salariés nazériens. Depuis des mois, ils ne savent toujours pas qui va prendre les rênes du chantier pour imprimer quel cap, incertitude de plus en plus pesante. On est dans l'inconnu, quoi. Pour tout le monde, c'est inconfortable de ne pas savoir exactement où est-ce qu'on va. Puis en tant qu'ouvrier, on subit les décisions qu'il va y avoir. On se pose toujours des questions. Il y a un risque quand même, c'est un concurrent, donc on ne sait jamais. Ça peut être prendre toute la technologie qui est faite sur Saint-Nazaire et puis la ramener sur l'Italie. Celui qui revendique mordicus les 51%, le PDG de Fincantieri, s'est montré menaçant jeudi. S'il n'y a pas d'accord avec la France, on trouvera des partenaires ailleurs dans le monde. Un petit air de poker menteur qui n'amuse pas le délégué CFDT Christophe Morel.
C'est une situation qui n'est pas saine et qui manque de stabilité pour les salariés. On a 10 ans de boulot, on a besoin d'avoir un actionnariat stable, que l'on puisse travailler sans se poser des questions tous les jours, de savoir par qui on sera dirigé demain. On pourrait faire quelque chose de grand ensemble. Maintenant, si on ne peut pas le faire ensemble, on le fera l'un contre l'autre. La France se donne encore 15 jours pour parvenir à un accord. Saint-Nazaire, François Coulon, Europe 1. Il y a une semaine, nous vous parlions de la rentrée scolaire et de quelques couacs dans les écoles de France. Où en est-on ce matin? C'est l'enquête du 8h. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour Jean-Philippe. Spécialiste éducation à Europe 1. Alors d'abord, je me souviens qu'il y avait un souci dans les lycées avec de plus en plus d'élèves et de moins en moins de personnel, c'est ça? Oui, c'est ça. Un boom démographique. Alors ce sont les bébés de l'an 2000, des classes surchargées jusqu'à 35 à 39 élèves par endroit. Dans le même temps, les pouvoirs publics annoncent une baisse du nombre de contrats aidés, ce qui veut dire moins de surveillants, d'agents d'entretien, de personnel de cantine. Même au lycée, ça compte, disent les enseignants, plus des locaux trop petits. On ressent particulièrement ce manque de moyens dans les lycées situés dans les zones fragiles où la tension peut rapidement monter. Résultat, cette semaine encore, il y aura grève dans des collèges et lycées à Grenoble, Creil en Picardie, mais aussi dans une dizaine de lycées d'Île-de-France, de Colombes au Blanc-Ménil, au lycée Mozart, où enseigne Johan Ferber, prof de français, qui raconte les conditions dans lesquelles se déroulent les cours. Dans les couloirs, c'est Châtelet-Léal à 18h. On a l'impression qu'il nous faudrait, comme sur la ligne 13 ou le RERB, des pousseurs pour entrer les gens dans les salles. C'est absolument intolérable. On n'a jamais vu une situation pareille. Les élèves arrivent en retard en cours, pas parce qu'ils prennent leur temps, mais parce qu'ils ne peuvent pas physiquement avancer dans les couloirs, comme aux heures de pointe dans le métro. La description impressionnante. Effectivement, oui, des salles de cours qui craquent à proprement parler. Et dans ce lycée classé premier de France sur l'indice de progression des élèves, sa collègue Agathe Lemaire, prof d'histoire géo, s'inquiète. Certes, on peut toujours enseigner dans n'importe quelle condition. On peut faire cours à une classe de 35 où la moitié des élèves ne voient pas le tableau. C'est possible. Mais simplement, ça veut dire que ces élèves-là n'auront pas leur bac, voilà, on sacrifie la moitié de nos classes. Et nous, on refuse de sacrifier la moitié de nos classes. Voilà où sont les décrocheurs, dit-elle. Alors la grève est suivie par 2/3 des profs et soutenue par une partie des lycéens et de leurs parents, et ça continue cette semaine. Alors je me souviens d'une autre grande nouveauté de la rentrée, Virginie, les classes de CP à 12 élèves dans les quartiers les plus défavorisés. Oui. Il y avait eu un mouvement de grève dans le Rhône, plusieurs écoles. On en est où ce matin? Alors il y a eu des AG toute la semaine de rentrée dans une vingtaine d'écoles à Vaux-en-Velin ou Vénissieux, mais le mouvement s'est tari. Les enseignants du primaire sont désormais plus préoccupés encore par les conséquences de la suppression des contrats aidés. Une semaine après la rentrée, ils mesurent l'impact du manque de personnel. Beaucoup seront demain dans la rue pour manifester contre les réformes. L'enquête du 8h signée Virginie Salmen. On passe au football et on peut raisonnablement parler de crise. Ce matin à l'Olympique de Marseille, nouvelle défaite hier soir. L'OM s'incline 3-1 au Vélodrome face à Rennes. Les Marseillais 10e du championnat et des supporters forcément en colère. Il y a un ras-le-bol de tout le monde, il n'y a personne qui joue. Nous on a fait 800 km pour avoir des joueurs pareils, non. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien du tout. C'est intolérable. Catastrophique, hein. 9 buts en 2 matchs, c'est une honte. Lamentable, une équipe en dessous de tout. On se plaignait de Passy, de Louis Dreyfus et tout, et au final on retombe dans la même merde. Voilà, il le dit avec ses mots. L'actualité sportive aussi, c'est le vainqueur de la nuit, Rafael Nadal, qui remporte son 3e US Open en 3 manches face au Sud-Africain Kevin Anderson. Patrick. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas sur Europe 1. Europe 1.